Oui, c'est le commencement d'une nouvelle vie en 1911. Comment cet artiste est passé d'une peinture représentant des paysages façon post-impressionniste à des quadrillages noirs sur fond blanc ponctuellement remplis de rouge, de bleu et de jaune. C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce 9e épisode de la série 1911, un tournant pour l'art moderne. Nous connaissons Piet Mondrian pour ses peintures radicalement abstraites, aux couleurs primaires, qu'il invente notamment à partir de 1917 en fondant le mouvement De Stijl avec son ami Theo van Doesburg. Nous allons alors essayer de suivre son parcours dans les grandes lignes avant ce tournant majeur, sans retour en arrière, qu'il effectue après avoir séjourné en France entre 1912 et 1914. Comment ces toiles des années 10, 11 et 12 nous permettent de suivre cette évolution logique qui a conduit l'artiste à théoriser une nouvelle manière de penser et d'aborder l'espace, la composition et la surface d'une toile. En passant par des paysages et des tableaux symbolistes en 1910, quel a été son cheminement qui prendra plusieurs années pour arriver à son apogée durant la Grande Guerre? Et quelles sont les œuvres marquantes qui ont joué un rôle déterminant en 1911 pour la suite de sa carrière? Pieter Cornelis Mondrian est né en 1872 aux Pays-Bas, la même année que cette iconique peinture de Claude Monet, Impression soleil levant. Bien que son père apprécie dessiner, c'est surtout son oncle qui l'initie à la peinture en extérieur. Cette nouvelle activité en plein air s'était répandue depuis le début de l'impressionnisme. En 1892, âgé de 20 ans, il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts d'Amsterdam. En 1907, il réalise une esquisse sur un petit carton, Le Nuage rouge, aujourd'hui considéré comme l'une des œuvres fondamentales de son début de carrière. L'œuvre représente un paysage marin, simplifié à l'extrême, tout comme la marine de Monet réalisée sur le port du Havre en 1872, annonçant déjà les prémices de l'abstraction. Les couleurs ont avant tout une valeur symbolique. À ce moment, Mondrian a une révélation. Il considère que les couleurs de la nature ne peuvent être représentées sur la toile. Alors il décide d'utiliser la couleur pure, sans mélange, de jouer avec les contrastes qui résident entre les couleurs pour exalter la lumière, l'énergie et la vie à travers ces paysages. Cette vision n'est pas sans rappeler le fauvisme sous courant artistique mené par Matisse et Derain, ainsi que la rétrospective Van Gogh qu'il a vue à Amsterdam en 1905. C'est justement dans sa série sur les moulins que l'on peut observer ce basculement. Entre 1905 et 1907, il représente ces machines au sein d'un paysage panoramique en usant de beaucoup de mélanges et de combinaisons de couleurs, se rapprochant ainsi de celles visibles dans la réalité. En 1908, il fait basculer ses toiles format paysage au format portrait pour s'attaquer aux bâtiments et ses ailes. Sa palette se réduit et les couleurs sont plus franches. On ressent le contraste entre le fond et le motif schématisé. L'expression de la couleur apporte une nouvelle dimension à ce grand mécanisme rotatif. Ces paysages deviennent de plus en plus systématiques, voire philosophiques. Le moulin pourrait être un sujet anodin, mais lorsqu'on connaît ses œuvres futures, on se doit d'observer sa structure géométrique. Un moulin, c'est avant tout une grande verticale et une ou deux diagonales qui s'entrecoupent. Tout comme les arbres et les cathédrales, le moulin est aussi l'une de ces formes particulières qui font le lien entre le ciel et la terre, qui brisent la ligne d'horizon et qui s'élèvent. Son moulin de 1911 nous fait face. A-t-il utilisé seulement deux couleurs, le rouge pour le moulin, le bleu pour le ciel, et le sol, mauve, résultat d'un mélange des deux couleurs? Sa palette se réduit considérablement. Le fait de se rapprocher si près du sujet, sans véritablement le détailler, crée une énigme, bouleverse le spectateur.
Fasciné par son architecture, Mondrian cherche à trouver un équilibre pur, quasi spirituel. Avec cette peinture, l'artiste néerlandais se situe à un moment clé de sa quête plastique, et l'arbre gris, réalisé quelques mois après, est à mettre en parallèle, car différent dans la forme, mais similaire sur le fond. Les arbres sont un motif important dans l'œuvre de Mondrian. D'abord, ils forment un sujet redondant dans les peintures de paysages de ses débuts. Puis, à force de décliner un même motif, il joue un rôle particulier à partir de 1911 en tant que motif isolé, où il se focalise à illustrer chaque branche de l'arbre individuellement. Les catalyseurs de cette réorientation stylistique sont un premier séjour à Paris et la première exposition du Moderne Kunstkring au Stedelijk Museum à Amsterdam. Co-organisée par Mondrian, elle permet aux Néerlandais de découvrir les œuvres de Pablo Picasso et Georges Braque durant l'automne 1911. Quelques mois plus tard, il choisit d'emménager à Paris et décide d'écourter son nom. Il s'appellera désormais Piet Mondrian. Il abandonne les couleurs vives et expérimente dorénavant la palette cubiste en usant des gris, des bruns pâles ou encore des ocres jaunes. Mondrian a alors presque 40 ans. Il est considéré comme l'un des meilleurs peintres paysagistes néerlandais de l'époque et vient de terminer une exposition très remarquée. Mais il laisse tout derrière lui. Il peint l'arbre gris pendant la période chaotique qui précède son départ. Par rapport à la peinture Évolution, qui date de la même année, le changement de couleur est très radical. C'est aussi l'une des dernières peintures représentant une figure humaine. Ce triptyque est une œuvre symboliste. Par exemple, la fleur stylisée de gauche symbolise la pureté et celle de droite la souffrance tragique. On retrouve ce bleu dominant, quasi spirituel, si cher à l'artiste à cette période. On remarque cependant que l'artiste cherche à aller à l'essentiel, en schématisant les corps. Ces couleurs puissantes cèdent donc la place à différentes nuances de noir et de gris. C'est un retour aux sources, au dessin. Il ramène ainsi le sujet, ici l'arbre, à son essence même. L'influence cubiste est plus que présente. À partir de ce moment, ces toiles ressemblent plus à des esquisses préparatoires faites au fusain et donnent une impression d'inachevé. Mais revenons en arrière. Il s'agit en fait d'une continuation de la série sur le thème de l'arbre, qu'il a commencé dès 1908 avec l'Arbre rouge. Cette toile post-impressionniste a certainement été influencée par Vincent van Gogh et les oliviers qu'il peint plusieurs fois en 1889 à Saint-Rémy de Provence. Par sa forme et ses longues branches qui tombent, son armature rappelle celle d'un saule pleureur. Ici, ni vert ni marron, le rouge intense, le fond bleu et les petites touches de jaune montrent l'importance que Mondrian accorde à ces couleurs qui feront sa renommée. Au début de l'année 1912, il réalise une autre toile similaire à l'arbre gris, mais cette fois encore plus simplifiée. On ne reconnaît plus vraiment un arbre, mais des traits noirs légèrement courbés sur un fond gris légèrement plus coloré. On peut déjà noter qu'entre chaque branche, les vides sont soit gris-bleu, gris-ocre ou encore gris-vert. Ce sont ces vides colorés qui permettent de mettre en forme les traits de l'arbre. À ce moment, Mondrian travaille encore à partir de ses impressions de la nature. Petit à petit, il pousse les principes du cubisme à l'extrême. Il élimine toute référence reconnaissable et met en avant la structure en grille. Ces paysages deviennent des réseaux de lignes verticales et horizontales qui prolifèrent dans l'espace du tableau avec frontalité. Il constitue ainsi des sortes de damiers ou d'échafaudages en évitant toute illusion de volume. En arrivant à Paris, il prend pour sujet des façades de bâtiments. Les couleurs sont secondaires. Mondrian se concentre sur la répartition des lignes, point de départ d'une architecture. Débute alors sa quête de l'équilibre et de l'ordre, un fondement qui deviendra une véritable obsession, quête d'un idéal au-delà du réel. En janvier 1914, Mondrian écrit à son ami Bremer « Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d'exprimer, avec la plus grande conscience, une beauté générale.
Je crois qu'il est possible, grâce à des lignes horizontales et verticales, construites en pleine conscience, mais sans calcul, suggérées par une intuition aiguë et nées de l'harmonie et du rythme, que ces formes fondamentales de la beauté puissent produire une œuvre d'art aussi puissante que vraie. Comme ses contemporains Vassili Kandinsky et Kazimir Malevich, l'engagement de Mondrian avec l'abstraction n'était pas seulement esthétique, mais aussi philosophique. Il voulait condenser le monde réel pour n'en retenir que son essence pure. Pour y parvenir, il priorisa certains principes comme la stabilité, l'universalité et la spiritualité, afin de parvenir à l'équilibre des traits horizontaux et verticaux. Ses pensées philosophiques reposent sur des textes d'auteurs liés à la société théosophique, dont la branche néerlandaise comptait Mondrian comme membre depuis 1909. La théosophie est un type de mysticisme philosophique qui cherche à révéler les essences cachées de la réalité. Elle met en avant un ordre cosmique du monde, au-delà des apparences et du visible. En faisant des recherches sur ce peintre, qui est loin d'être mon artiste préféré au départ, je me suis rendu compte à quel point les inspirations spirituelles qui se cachent derrière ses œuvres étaient finalement très proches des miennes. En effet, depuis quelques mois, je réfléchis à incarner une certaine idée d'un équilibre universel en peinture. En sélectionnant 4 formes et 4 couleurs, j'ai souhaité les assembler afin de constituer une structure verticale. Totem numéro 4 est ma production la plus aboutie. Cette construction d'apparence abstraite peut être vue de plusieurs façons. Elle expose le passage des couleurs froides aux couleurs chaudes, incarne les éléments essentiels à la vie, l'eau, le végétal, la lumière et la chaleur. Ces formes triviales agencées ainsi deviennent des signes archétypaux, des figures de l'invisible que l'on peut percevoir uniquement par la pensée. Elles incarnent le monde des idées et peuvent même symboliser l'équilibre de l'univers.